c'est un mode de vie et une méthode de voyage, le vélo qui est juste, c'est une des plus belles drogues de la planète. Et le premier coup de pédale sur un vélo, c'est une super métaphore de la vie. Ça te permet de rendre compte que finalement, toutes les barrières qu'on se met dans la vie, souvent, elles tiennent à peu de choses. Assoiffé de bouts de route ou ancré séro et serial killer de records sportifs, Axel est un explorateur qui découvre le vélo en 2011. Depuis son premier coup de pédale, il a parcouru des milliers de kilomètres dans le cadre d'expéditions engageantes qui l'ont mené au cœur de la cité nabatéenne de Petra, puis dans l'ancienne demeure des empereurs incas sur le Machu Picchu et jusqu'en Terre de Feu à Ushuaia. Sur son vélo, il se hisse jusqu'à 5800 mètres d'altitude, là où débute le risque d'hypoxie sévère. Animé par l'envie constante de fédérer et transmettre sa passion, il crée en 2017 le Biking Man, une course de vélo longue distance en autonomie. Alors, en février 2021, quand la situation sanitaire l'empêche de créer et de rencontrer, il attelle son vélo, se met en selle et part à la découverte de la France, mais surtout de ses habitants. Une belle évasion. Mes premiers souvenirs à vélo, le tout premier qui me vient en tête, c'est un vélo, je me souviens même pas de sa couleur, mais j'étais enfant, j'avais plus de roulettes, et c'était un VTT. Et j'ai le souvenir juste à un moment donné d'avoir décollé, puisque j'avais l'équilibre, et cette magie qui s'opère quand t'es à vélo, et cette sensation de décoller. Ça c'est vraiment le premier souvenir qui me vient comme ça spontanément. Et j'étais dans le jardin de mes parents à Voves, là où je suis né, dans la maison des parents. On avait une allée en pierre là, avec un séquoia pas loin, un arbre énorme, et en fait l'allée était assez étroite, de part et d'autre il y avait de l'herbe, et j'ai le souvenir d'avoir tenu sans les roulettes, avec l'équilibre là, avec l'effet gyroscopique. Ça c'est le premier souvenir. Et j'ai pas repensé depuis des années. La manière dont j'ai commencé le vélo, elle a été sauvage quoi. Moi la première fois que j'ai fait du vélo, c'était un voyage à vélo, et quand je suis monté sur la Sèche, j'ai fait 1200 km quoi. Et je suis allé en Slovaquie, en Ukraine, en Roumanie, en Moldavie. C'était mon premier voyage à vélo, c'était la première fois que je faisais du vélo plus de 10 km quoi. Et il fallait se débrouiller, il fallait transporter son bivouac, il fallait transporter sa bouffe, transporter son eau, j'avais un vélo qui faisait 45 kilos, c'était un truc de sauvage quoi. Mais je me suis rendu compte que ça passait. La création de la Belle Évasion, je sais pas si on peut dire que c'est une création, je pense que ça a été une mini-révolution. Moi d'habitude, ma vie elle est partagée entre les courses, le Biking Man, et les expéditions. Et quand j'ai compris qu'il allait pas avoir de course en février, ni d'expé à cause des contraintes sanitaires de voyage et ainsi de suite, et que j'ai compris qu'ils allaient refermer dans quelques semaines, je me suis dit, il y a un créneau, c'est maintenant, faut le saisir. C'est ce que j'appelle le terrotourisme. C'est-à-dire que c'est du terrorisme touristique, faut partir sans planning, faut foncer et vivre l'aventure à fond, puisque la fenêtre, elle est disponible à un moment donné et qu'il faut la prendre. C'est comme ça que je me suis lancé dans la Belle Évasion, et j'ai eu un ami suffisamment idiot ou suffisamment ami avec moi pour me dire oui, et pour m'accompagner dans cette aventure. C'est Cédric Ferreira. En plus c'était la pire période de l'année, c'était l'hiver, les ingrédients étaient quand même réunis pour qu'on puisse vivre une belle aventure. Sur la Belle Évasion, donc c'était un parcours sans carte ni planning, donc en fait on allait au gré des rencontres et surtout des appels réseaux sociaux. On est parti du Canet, là où j'habite. J'ai Grenoble en tête parce que ça a été une très très belle étape. On a évité le massif des Alpes au maximum pour se diriger pas très loin de Dijon. Après on est remonté en Champagne, très gros souvenir pour l'alcool bien sûr, mais aussi pour les rencontres qu'on a fait là-bas. On est passé au nord de Paris, franchi la Normandie. On est allé pas très loin du Mont-Saint-Michel en suivant la Vélocénie, qui est une piste cyclable très très belle sur une ancienne voie de chemin de fer réaménagée. Ensuite on est allé en direction du Vendée Globe,
pas très loin de La Rochelle. Et après en direction de Bordeaux, là j'ai un souvenir un peu moins bon parce qu'on a passé une nationale. Et après on a tracé sud-est en direction des Cévennes. Et passé les Cévennes, et ben on a longé la côte pour rejoindre le Canet, la Côte d'Azur. L'état d'esprit du départ de la Belle Évasion, c'est une des seules fois où je suis parti de la maison, donc c'est vrai que ça a un goût et une saveur particulière, de pouvoir partir de la maison et de se dire qu'on va rentrer chez soi. Ça c'est très particulier, parce que c'est vrai que d'habitude je pars très loin et je rentre jamais chez moi. C'est l'aube, forcément, puisque moi j'aime partir tôt, j'aime bien partir avant que le soleil déchire le ciel. Et il fait relativement bon, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, et il y a déjà un cycliste qui nous attend depuis presque une demi-heure pour aller pédaler avec nous et nous accompagner sur une partie du parcours, puisqu'il viendra avec nous jusqu'à Cossol. C'est Jordan. Il avait le projet, lui, de faire un tour du monde à vélo. Et quand il a entendu parler de la Belle Évasion, il a dit c'est génial, je vais partager la route pendant quelques minutes avec eux. Et du coup, on a parlé voyage, jusqu'à ce qu'on franchisse les Préalpes d'Azur, qu'on arrive sur le col de Cossol, le col de l'Ecre, et qu'on bascule après de l'autre côté en direction de Castellane. J'attends toujours le Rubicon en fait du premier coup de pédale, c'est-à-dire le point de non-retour où tu dis ça y est, t'es lancé quoi, et où tu dis tu peux plus faire marche arrière. Dès que tu décolles en fait, hein, dès que tu soulèves les pieds du sol, t'as tout qui s'envole, hein, le stress, la peur, les craintes que tu peux avoir sur ce type d'expé, d'un coup ça se libère. Alors on a pas mal galéré côté conditions météo pour la Belle Évasion, parce que c'était le pire moment de l'année pour y aller. Hein. Moi j'ai un de mes frères qui est passionné de météo, Christine. Il m'a dit la perturbation te merde, t'as deux options. Soit tu la fuis, donc tu pars à l'ouest, direction l'Aquitaine, mais par contre tu peux potentiellement la prendre en pleine face quand tu reviens. Donc je le recommande pas. Soit tu la prends en pleine face comme le Vendée Globe, parce que tu dis il faut traverser la perturbation pour avoir des conditions meilleures derrière, et tu auras potentiellement meilleur derrière. Donc on a choisi bien sûr la deuxième option. On a foncé dedans et on a pris la neige. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête? Moi, j'ai serré les dents, surtout pour Cédric. C'est-à-dire que le passage du col de Faux, où il y avait France Télé qui était au sommet en train de filmer en disant il y a alerte, chute de neige, bref, on a eu 10 cm de neige en l'espace de quelques minutes avec les bagnoles qui se mettaient en travers parce qu'ils n'arrivaient pas à descendre à Grenoble. J'ai eu peur pour Cédric. Parce que mais il avait quasiment jamais fait de vélo, et là franchement la descente elle était pas périlleuse, elle était ultra méga périlleuse, parce qu'on s'est tapé la descente du col de Faux à Grenoble sous la neige avec un tapis de neige qui avait pas été damé, et ça a été le moment le plus difficile psychologiquement pour moi, parce que je me suis dit il suffit d'une chute pour que tout s'arrête quoi. La descente du col de Faux, je sais pas, c'est un peu moins de 20 bornes, mais ça a duré tu sais, des fois une minute ça dure plus longtemps que 20 heures, hein. Ça dépend dans quel état de stress tu te situes, mais là c'était long, très long. Ça a été un moment très très stressant, en me disant punaise, faut vite qu'on passe ce col, il faut qu'on redescende. On était parti avec Cédric au départ sur la Belle Évasion avec du matos pour pouvoir bivouaquer quasiment tous les soirs. Moi j'imaginais qu'on allait peut-être dormir chez l'habitant une ou deux fois maximum, mais pas du tout 16 nuits sur les 18 quoi. Je pensais vraiment qu'on allait galérer, qu'on allait quasiment jamais trouver d'hôtes. Et finalement c'est l'inverse qui s'est produit, on a eu trop de monde. On a eu trop de gens et on aurait pu faire le Tour de France le plus lent de l'histoire. Si vraiment on avait eu le temps d'aller voir toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de la Belle Évasion, peut-être que je serais encore sur la route. Hein. Quand tu dors chez les gens avec le vélo, pendant le voyage à vélo, pour moi c'est la quintessence du voyage à vélo. C'est-à-dire que tu vas pénétrer dans leur intimité, tu vas pénétrer dans un sanctuaire chez les gens, parce qu'ils vont te livrer l'espace de quelques heures, des fois juste une nuit, leur manière de vivre. Sur la Belle Évasion, ça n'a été que la répétition du sel du voyage, vraiment le suc du voyage. Normalement, dans le voyage à vélo, ça arrive très rarement d'être accueilli et de pouvoir dormir chez l'habitant. Tu peux le provoquer, moi j'adore le provoquer, mais pour la majorité des gens qui voyagent à vélo, ça arrive rarement. Alors là, ça arrivait tous les jours. Et du coup,
c'est une opportunité unique de pouvoir pénétrer dans l'intimité des gens et de pouvoir avoir des fenêtres d'échange que parfois tu mets toute une vie à avoir avec les gens. Le plus dur, en fait, c'est toujours de dire au revoir dans ce type de situation. Quand tu es généreux au départ, quand tu reçois la générosité des gens, quand tu donnes après, le plus dur, c'est de s'arrêter et te dire, là, il faut que j'aille me coucher, il est 1h du matin, on est déjà à une belle bouteille de rouge, on peut pas en reprendre une deuxième parce que demain, on a 200 km à faire. C'était ça le plus dur. C'était ça vraiment le plus difficile, c'était d'avorter des soirées qui sont mémorables, parce que tous nos autres se souviennent des soirées qu'on a passées, et ça restera des moments gravés dans leur mémoire comme dans la nôtre jusqu'à la fin de nos jours, parce que c'était un moment de vie que tu peux pas arriver à reprovoquer. En se revoyant, ce sera différent. J'ai dormi chez les militaires, chez les médecins, chez les policiers, les gendarmes, les pompiers, les profs, les pauvres, les riches, les beaux, enfin j'ai dormi vraiment chez des profils de gens qui sont complètement antagonistes, et c'est ça la beauté de dormir chez les gens pour moi. Je repense à des pompiers qui m'avaient partagé leur vie, je repense à des familles aussi qui m'avaient raconté comment ils vivaient à 5000 mètres d'altitude pour cuisiner des patates et cultiver des patates dans leur champ derrière. Bref, ça ramène des images qui sont à la fois des images belles, parce que c'est des souvenirs de vie rurale et vraiment sans assistance technologique aucune. Et donc c'est des belles rencontres, et à la fois c'est des rencontres difficiles, parce que tu te dis, ces gens-là, tu les abandonnes, ils vivent là, ils ont une vie de dingue, super dure, quoi. Il fait -20, ils sont à 5000 mètres d'altitude, ils ont pas d'oxygène, et ils vivent dans des conditions terribles, quoi. J'ai une personne qui me vient en tête, c'était un policier au Pérou, ouais. Un soir où on avait bivouaqué pas très loin de Tacna, là, et qui m'avait livré son quotidien de policier avec la corruption qu'il y avait au Pérou, les soucis qu'il avait eu. C'était quelqu'un qui travaillait avant dans la capitale, à Lima, et qui avait été complètement exproprié à cause des histoires de corruption, et qui m'avait livré ça en l'espace de à peine 10 minutes. Et j'ai encore son béret rouge, là, des policiers péruviens dans mon coffre à reliques de voyage, qui m'avait donné en me disant, tiens, souviens-toi de notre rencontre, quoi. Parce que moi, je lui avais partagé un peu de ma vie d'Européen tranquille, et le fait d'être arrivé à vélo, il nous avait logé dans sa caserne, là. Il m'avait raconté son quotidien de vraiment où c'était des grosses galères, quoi, de pouvoir gérer tout l'aspect corruption et puis des choses terribles qu'il voyait au quotidien, et d'arriver à le supporter. Quand t'as un policier qui en l'espace de quelques heures finit par pleurer dans son commissariat, ça fait drôle. Surtout que le lendemain tu dois lui dire au revoir. Sur la belle évasion, les habitudes, il y en a eu une, c'est celle de se lever à 4h45 et puis de commencer à pédaler le plus tôt possible et de s'arrêter le plus tard possible. Cette habitude-là, qui consiste à pédaler de l'aube au crépuscule, elle me manque souvent, ouais. Je dirais que c'est l'habitude que je cherche à recréer en permanence quand je pars en voyage, c'est le fait de pédaler du matin jusqu'au soir, de dormir dans des lieux différents. C'est une habitude qui me manque, ouais. Donc j'essaie de la répéter dès que je peux. J'aime beaucoup en fait pouvoir faire les deux, c'est-à-dire de te lever et pouvoir commencer à pédaler avant qu'il y ait les premières lueurs du jour, et aller vraiment pénétrer dans la nuit, quoi. Et chercher le bivouac de nuit, alors ça a encore une saveur encore plus particulière, parce que du coup t'es dans le stress d'essayer de trouver un bon lieu, et t'as la surprise le matin peut-être de le découvrir avec la lueur du soleil. Donc j'aime bien cumuler les deux. Si c'est une belle journée, généralement je fais les deux. Il y a eu 2 soirs où on a bivouaqué parce qu'on était entre deux zones entre des zones blanches d'hôtes, et on n'a pas trouvé où se loger, donc on a fait des stops sur le chemin. Alors le bivouac le plus beau, c'est au Mont-Saint-Michel, où on a dormi
dans le sanctuaire du Mont-Saint-Michel, alors que normalement c'est interdit au vélo. Bref, c'est très compliqué. Et on a le père Henri là qui nous a logés et qui nous a fait dormir en fait dans le sanctuaire. Donc là, ça a été un bivouac entre quatre murs, mais on n'a pas été accueillis, planifié. C'est vraiment quelqu'un qui nous a accueillis chez lui. Une super anecdote parce que ça n'a pas été simple de convaincre le père Henri. Et le deuxième, il est relié, c'est un abri qui a été construit pour les pèlerins de Compostelle. On était en plein milieu d'une forêt qui était en plus assez effrayante en termes de type de forêt. Là, c'était assez lugubre comme ambiance. On était au coucher du soleil, on était en retard avec le couvre-feu, et à un moment donné, en sortant de la trace prévue initialement qu'on avait dans le GPS pour aller à notre lieu final, il y a eu un panneau à un moment donné d'un village, et je me suis dit tiens, on va essayer d'aller au village parce qu'on pouvait pas dormir dans la forêt, c'était beaucoup trop humide. Donc j'ai suivi ce panneau de manière instinctive, j'ai vu un village, je dis à Cédric tiens, on va tourner là et on va aller voir, on va pouvoir taper aux portes. Et en arrivant dans le village, il y avait ce fameux abri de Compostelle, et l'un des piliers qui m'aide dans tout ce que je fais, c'est Didier, sur le Biking Man et sur les expés. Il a marché 9 fois le chemin de Compostelle. Et forcément, c'était tout un symbole de dormir dans un des abris du chemin, quoi. Je me suis dit, punaise, c'est providentiel, on va dormir là. Si tu regardes un peu les autres espèces qui nous entourent, quand elles choisissent un nid, il y a tout un travail. Et en fait, la recherche du bivouac, si je fais un lien avec le voyage à vélo, si tu veux, c'est une des plus belles expériences que m'ont donné mes premiers voyages. C'est-à-dire que la recherche du bivouac, ça se travaille, ça se sent. Quand t'es sur le vélo, c'est une période de stress et à la fois de découverte qui est juste spectaculaire. Il faut l'écouter cette période-là. Parce que quand tu cherches un bivouac, déjà ça prend du temps. Déjà, il faut réserver au moins 1 heure, à mon sens, en fin de journée. 1 heure à renifler, à sentir, à détecter, à regarder. Où est-ce que tu vas dormir ? Où est-ce que tu vas dormir ? Ça veut dire être à l'abri des regards, être en hauteur, pas trop à proximité d'une rivière pour pas avoir d'humidité. T'as plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et trouver le spot de bivouac prend beaucoup de temps. Et à chaque fois que t'en trouves un, c'est une récompense. La carte postale du bivouac, clairement, c'est la Bolivie. C'est les 2 salars, les 2 déserts de sel, un de Coipasa, qui est au nord de la Bolivie, et bien sûr le salar du Uyuni. Parce que la première nuit dans Coipasa, il faisait moins 18, parce que ces 2 lieux sont souvent appelés les glaciaires d'Amérique du Sud. Et c'était juste incroyable. Et la deuxième a été spectaculaire aussi, donc je citerai les salars comme lieu de bivouac. T'es à la fois au centre de tout et au milieu de rien, quoi. Il faut imaginer un désert de sel à perte de vue, entouré ou pas encerclé, mais en tout cas sur la partie ouest du pays, t'as toute la frontière avec la cordillère chilienne et tous les volcans de la cordillère des Andes chiliennes. Et d'ailleurs, quand on était à cet endroit-là avec mes 2 voyageurs, on avait un volcan qui était en pleine éruption quand on a cherché le bivouac, donc c'était visuellement inoubliable. C'est juste une géologie qui est tellement délirante, dans le sens différent de ce qu'on connaît en tant qu'Européen, que quand tu la vis et que tu as la possibilité de poser ton vélo là, monter ta tente, te cuisiner quelque chose, alors qu'il fait moins 20, quoi, moins 18, moins 20 dehors, t'es content juste d'être dehors sous les étoiles. Et il y a une notion de dôme quand tu es en bivouac, sous les étoiles, où vraiment, c'est une des rares fois dans ma vie où quand j'ai bivouaqué, j'ai vraiment eu la sensation d'être dans une sphère, sous une sphère. Et de voir le dôme des étoiles qui se forme, c'est avec la Voie lactée. C'est une des rares fois où vraiment tu vois pas que la Terre est plate. Et ça, quand tu le ressens et que tu vas après dormir dans ton sac de couchage, ouais, tu dis que t'as passé une belle journée.
Le pas glamour du voyage à vélo, alors c'est que des fois tu te laves pas pendant 15 jours. Ça c'est mon record. 15 jours, ouais. T'es sale, tu laves pas tes fringues pendant 15 jours, c'est pareil, c'est mon record absolu, 15 jours avec le même cuissard. C'est tout ça, mais c'est ce qui, moi, me plaît. C'est ce retour à l'état sauvage, quoi. Pour le voyageur à vélo, c'est ce qui fait partie des ingrédients qui, à mon sens, ont beaucoup de charme. Le fait de ce retour à l'état sauvage, sans être sale, hein, attention, il y a toujours une hygiène, et il faut avoir une hygiène de vie, je pense, impeccable pour faire du voyage à vélo très long, parce que sinon tu tombes en pièces, hein. Mais j'ai vu des gens voyager avec des enfants, et j'ai le souvenir d'avoir vu les gosses justement ressentir ce côté sauvage. Je pense que les enfants, pour ça, ont vraiment de manière instinctive cette capacité à se frotter à l'environnement, dans le sens, voilà, tanner la peau, s'habituer à avoir des plaies, habituer leur corps, parce qu'ils ont une capacité d'apprentissage qui est 1 million de fois supérieure à celle des adultes, parce que c'est leur état, ils sont là pour apprendre et progresser et faire évoluer leur corps. Mais je me souviens avoir croisé des gamins sur des grosses expés à vélo, notamment en Amérique du Sud, qui étaient avec des familles. Ils reviennent beaucoup plus facilement que les adultes à l'état sauvage. Depuis 2014, je me suis séparé, j'ai changé de travail, j'ai vendu mon appartement, bref, j'ai dû passer par toutes les étapes finalement de détachement de tout ce que je possédais pendant un moment, quoi. Et ce processus-là n'est pas terminé. C'est-à-dire que c'est une transformation que je suis en train de vivre avec le voyage à vélo et que je continue de vivre, j'espère, jusqu'à la fin de mes jours, qui consiste pour moi à se démunir des choses, c'est-à-dire à se démunir de toutes ces choses qui servent à rien dans notre vie, qu'on a tendance à accumuler et que j'ai accumulé par le passé, pour finalement se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le vélo et le voyage. Ma priorité dans la vie, c'est cette passion-là, quoi, qui me dévore, hein. C'est à la fois, elle me nourrit, elle me dévore. C'est le principe d'une passion, hein. Il y a cette dualité-là, mais j'ai fait mon choix. Clairement, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de pouvoir continuer de vibrer de cette passion-là avec le voyage à vélo, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus ébahi dans cet univers dans lequel on est projeté quand on est gamin, quoi. Et j'espère pouvoir le faire vivre le plus longtemps possible, quel qu'en soit le prix. La barrière la plus difficile pour ce type d'expé, c'est les proches. C'est ça le plus dur. Moi, je suis pas tout seul, hein. Il y a plein de gens autour de moi. Plus il y a d'expé, plus il y a de course Biking Man, plus il y a de gens qui me soutiennent. Mais du coup, c'est de plus en plus dur de partir. À un moment donné, tu sais pas si tu vas rentrer, hein. Il peut se passer plein de choses. Et c'est toi qui dois donner le coup d'envoi et le coup de pédale. Et c'est ça le plus dur, je trouve. C'est à la fois, il y a la crainte de les perdre, et à la fois, c'est le moteur qui te motive finalement, enfin en tout cas moi qui me motive à m'élancer sur des expés de ce type-là. C'est ce qui permet de rentrer chez soi, en fait, hein. Alors à vélo, effectivement, moi je pars jamais seul. Je suis toujours parti accompagné. Pour ça, il faut remonter, pour comprendre pourquoi, à l'origine en fait de ma passion pour le voyage à vélo et l'ultra-distance. C'est venu en fait de 2 personnes qui m'ont initié au voyage et qui m'ont dit un jour, ça serait bien que tu te lances avec nous. Ils avaient déjà fait ce type d'expérience et ils voulaient m'initier à ça dans un souci de transmission. C'est comme ça que j'ai découvert la bicyclette, en fait, hein. Donc il y a à la fois ce souhait, moi, clairement, de transmettre et de le partager, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un ou plusieurs personnes au cours d'une expé pour pouvoir partager à la fois ce que tu vois et plus profondément, il y a quelque chose, il y a une peur de partir seul, c'est-à-dire de ne jamais revenir, en fait. J'ai eu la chance de faire des expéditions à vélo qui ont duré plus de 240 jours pour la plus longue. Et j'ai vu, en fait, dans cette expédition, d'autres gens qui voyageaient. D'autres voyageurs solitaires, femmes et hommes, hein. Et je pense qu'il y a le risque, le danger, quand tu pars seul, de ne jamais revenir. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de vie et une méthode de voyage, le vélo, qui est juste... c'est une des plus belles drogues de la planète. Et tu peux te prendre au jeu et ne jamais revenir. C'est impossible de se lasser sur un vélo. T'as toujours, c'est du renouveau en permanence. T'as beau tourner toujours autour du même axe de tes 2 roues,
Le territoire où tu vas, si tu es dans cette démarche de pratiquer le vélo pour aller dans des territoires inconnus, tu vas toujours t'émerveiller de quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est le plus bel accélérateur de curiosité de la planète. Et dans tous les autres sports que j'ai pu pratiquer, c'est marrant, mais tous ces sports, chacun pris individuellement, m'a permis et m'a donné la construction pour faire ce que je fais aujourd'hui sur le vélo. Ça a été les pièces d'un puzzle, et le puzzle global, pour moi, c'est le vélo. Les 3 clés d'un voyage à vélo réussi. Déjà, partir bien accompagné. C'est la première clé, à mon sens. C'est tellement beau, ça doit pas être solitaire. Le deuxième, c'est pas trop planifier. On a trop d'outils aujourd'hui, il y a trop de technologies tout autour de nous pour nous donner plein de prétextes pour essayer d'utiliser les outils, alors qu'au final, les emmerdes vont arriver, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses à gérer, des imprévus, et c'est les imprévus qui font les bons ingrédients d'un voyage à vélo, c'est ce dont tu te souviens à la fin, c'est les galères. Et le troisième, c'est pas hésiter aussi à sortir des sentiers battus et à construire sa propre aventure, quels que soient les challenges, parce que tout ce qui est beau est difficile d'accès. Si ce qui t'intéresse, c'est quand même de voir des beaux endroits qui vont t'imprimer la rétine jusqu'à la fin de tes jours, faut oublier le challenge et se focaliser sur la beauté, parce que à la fin, c'est ce qui reste. Une expédition que je rêve de faire, en fait, refaire ce que j'ai fait. Je rêverais, par exemple, de repartir en Amérique du Sud. Je rêverais de faire, je suis un des rares idiots à avoir traversé 2 fois l'Amérique du Sud en vélo. J'aimerais bien refaire une 3e fois ce continent, parce qu'il y a encore tellement de choses à voir, que plutôt que de citer des lieux mythiques comme ça, que je rêve bien sûr de faire, comme l'Himalaya, la Mongolie, l'Iran, Kamchatka au large de la Sibérie, tous ces lieux symboliques en termes de beauté et de culture, bien sûr j'aimerais pouvoir les explorer à vélo, mais surtout j'aimerais avoir la chance de refaire une dernière fois avant de partir l'Amérique du Sud, parce que c'est un continent qui m'a façonné, et que il y a encore des routes, des pistes que j'ai pas explorées, il y a encore des gens que je rêve d'aller revoir. Le fait de le dire, c'est que ça probablement déjà le processus est déjà en marche. La Pampa, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si oui, c'est à vous de nous faire rêver. Pour ça, abonnez-vous au podcast sur votre appli, mettez-nous un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et suivez-nous sur Instagram @sopampastic. Merci, merci, merci beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Axel Carion pour notre échange. Vous pouvez désormais le suivre sur les réseaux et sur son site axelcarion.com. Et si vous rêvez maintenant d'intégrer la grande famille du Biking Man, allez rouler du côté de bikingman.com. La musique de cet épisode est de Cédric Clavel et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franqui. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique. À bientôt!